Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, en audiovisuel, on nous a encore parlé de la nouvelle vague. Ouais, alors, c'est un courant majeur du cinéma, c'est normal. De toute façon, la nouvelle vague, c'est qu'un courant du cinéma pas majeur. De toute façon, franchement, il inspire qui aujourd'hui? Allô? Ouais, allô Tim? Ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Écoute, y a un mec qui vient d'insulter la nouvelle vague là. Oh! On repart en guerre. Bien le bonjour à tous, et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour parler du cinéma, et plus particulièrement de la nouvelle vague. Mais tout d'abord, je vous propose un petit retour en arrière. Les dinosaures sont apparus... Ah ok, j'ai remonté un peu loin là. Bref, le cinéma est un art inventé par les frères Auguste et Louis Lumière en 1895, qui furent les premiers à trouver un appareil permettant à la fois de capturer les images et les projeter à tous. Louis avait tout simplement eu l'idée en s'inspirant du mécanisme de la machine à coudre. Les deux frères brevetèrent leur invention en mars 1895, ils appelèrent le cinématographe. Le cinéma était né. Puis le cinéma passa par plusieurs périodes et courants, depuis les premiers pas des frères Lumière, avec par exemple l'expressionnisme allemand ou encore le néo-réalisme italien, en passant par le réalisme poétique et après la Seconde Guerre mondiale, la Nouvelle Vague. Bref, tout cela nous amène à notre problématique. Est-ce que la nouvelle vague fait-elle encore du remous ou n'est-elle plus que l'écume de ces jours passés? Oulala, t'emporte pas, on va faire un petit peu plus simple. D'accord. Donc je vous propose, est-ce qu'aujourd'hui encore, la nouvelle vague inspire toujours le cinéma contemporain? C'est pas mal aussi. Merci. Bref, chers auditeurs, je vous propose un petit retour en arrière dans le monde magnifique du cinéma et plus particulièrement sur ce qui engendra la nouvelle vague, le réalisme poétique. Le réalisme poétique se résume en deux doubles tendances, des personnages et un environnement populaire, ouvriers surtout, mais aussi soldats, prostituées, etc. Le courant accompagne de près le mouvement du Front populaire en France. Il en est en quelque sorte sa voix. La quasi-totalité des films sont urbains, concentrés sur l'idée même que la ville et des échanges qui ont lieu, c'est le côté réaliste. Des personnages maudits, souvent parias, comme le déserteur du Quai des Brumes par exemple, représentant d'une classe sociale, mais aussi surtout marqué par un fatalisme qui leur est propre. Le destin, la fatalité, a d'ailleurs une place prépondérante dans ces films. C'est le côté poétique. Le jour se lève ou la bête humaine, entre autres, sont entièrement construits sur cette idée. Le réalisme poétique est le premier grand courant cinématographique français du cinéma parlant. Et sous l'influence de Prévert notamment, le réalisme poétique romantise et met en évidence les enjeux dramatiques. Une grande partie des scènes est d'ailleurs tournée pour servir ces dialogues, dans le sens où la parole, l'idée exprimée verbalement, devient le centre de l'attention. Mes chers amis, sitôt que l'on parle de réalisme poétique, il nous faut parler d'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand est un courant apparu en Europe dans les années 20. Les films expressionnistes des années 20 représentent souvent la ville comme la personnification du vice. Les rues sont déformées, l'architecture torturée, suggérant ainsi une certaine déviance des milieux bourgeois. Le réalisme poétique reprend cette idée, mais de façon plus souterraine. L'éclairage subit des effets de lumière plus discrets. Les rues sont brumeuses, ombrées, baignant dans une sorte d'entre-deux. Ce travail subtil sur la lumière est sans doute un élément visuel les plus caractéristiques du réalisme poétique. À la même époque, le film d'horreur américain, lui aussi très influencé par le cinéma expressionniste, utilisait d'ailleurs les mêmes procédés, mais il les employait alors afin de créer une atmosphère angoissante en harmonie avec l'histoire. Tandis que le réalisme poétique cherchait à créer un lyrisme, un fatalisme romantique, poétique justement. Maintenant, intéressons-nous au sujet principal de ce TPE, la nouvelle vague. La nouvelle vague apparaît dans une période de l'histoire fragile. La France sort de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons un pays en complète reconstruction. La Chine conteste le modèle soviétique, Khrouchtchev poursuit le stalinisme et la guerre pour la décolonisation d'Algérie est activée. Bref, c'est pas Jojo. Pourtant, la jeunesse a besoin de liberté et elle va pour cela briser les codes. Dans l'optimisme ambiant, c'est le culte de la jeunesse. Comme en témoigne l'enquête réalisée en 1957 par François Giroud dans l'Express. C'est elle qui va pour la première fois utiliser l'expression « nouvelle vague ». C'est donc à ce moment que la jeunesse s'empare du cinéma. La production du cinéma s'intensifie en passant de 16 films par an à plus de 30 films par an en moins de 5 ans. La majorité des réalisateurs ont alors moins de 30 ans. Pour comprendre cet engouement, intéressons-nous aux critiques de Jean-Jacques Truffaut. Ah, Truffaut, le réalisme psychologique, son goût de la noirceur, du blasphème et des envahissants mots d'auteur. Pour lui, tout ceci concourt à écraser les personnages, à en faire de tristes insectes que l'on juge sans aucune humanité.
Ils critiquent les films de scénaristes et leur préfèrent les films de metteurs en scène qui imposent leur vision du monde et ne se contentent pas de mettre en image une histoire. Il critique ces cinéastes qui adaptent tout et n'importe quoi. Pour lui, cette démarche va à l'encontre de son inspiration, celle d'un cinéma d'auteurs riches d'univers personnels forts. Pour conséquence, Truffaut critique d'autant plus violemment ce cinéma dit de qualité française, qu'il rend incompréhensible les démarches plus singulières et modernes d'un Jean Cocteau, d'un Robert Bresson ou d'un Jean Becker. Regroupés autour des Cahiers du cinéma dirigés par André Bazin, les Français Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jean-Luc Godard se lancent à l'attaque du cinéma français. En dénonçant les grandes productions marquées par la tradition de la qualité, comprendre les composantes de la production rigoureuse formatée par de grands studios français. Ils prônent des méthodes de production plus libres, scènes extérieures, décors naturels, équipes de tournage réduites, caméra à l'épaule, improvisation dans le jeu d'acteurs, souvent peu connus ou carrément inconnus. Libérés des contraintes traditionnelles liées à la production des films à grand budget, le cinéma de la nouvelle vague laisse un plus large part à l'expérimentation et à l'émergence de nouveaux talents. On voit apparaître une nouvelle façon de produire, de tourner, de fabriquer des films qui s'opposent aux traditions et aux corporations. Devenu ministre des Affaires culturelles en 1958, André Malraux facilite l'accès à la réalisation des jeunes cinéastes sans passer par le parcours traditionnel de la profession. Le changement de société et de mœurs, le désir de transformer le cinéma et de rompre avec le passé sont au principe de la nouvelle vague. Celle-ci n'est pas une école artistique avec un style particulier, mais plutôt un esprit qui aura autant de traductions différentes qu'il y a de cinéastes pour s'en emparer. Souvent mentionné, l'apparition de nouveaux appareils, caméras et magnétophones, joue un rôle d'appoint, significatif, mais secondaire dans ce mouvement. C'est toute la grammaire du cinéma qui est remise en question, de multiples manières. Dans le tournage, le jeu des acteurs, le montage, l'utilisation de la voix off, le rapport à l'autobiographie, la manière de filmer, la ville ou les sentiments. Les films de la Nouvelle Vague sont aussi caractérisés par leurs héros. Une étude menée sur 18 films de la Nouvelle Vague montre que les héros sont jeunes et contemporains. Ce sont des gens ordinaires qui ne se préoccupent que de leurs affaires personnelles. Ils sont en quête d'indépendance, ils sont souvent oisifs, ils n'ont pas peur d'enfreindre la loi. Par exemple, Michel Poicart, qui tue un policier dans Un bout de souffle, sont indifférents de la société à la famille et ont quête d'amour. Les pionniers, François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer et bien d'autres. Les cinémas vérité, Chris Marquette ou Jean Rouch, le public s'enthousiasme pour ces films à l'aspect amateur, si différent des films d'alors, et le succès est immédiat. Le nombre de premiers films doubles, de premiers visages apparaissent sur les écrans tels Belmondo, Brialy, Bardot, Carina, Reggiani, Moreau ou Lafont, qui sont aujourd'hui les piliers du cinéma français. Nous allons maintenant nous intéresser à la trace qu'a laissée la nouvelle vague dans le cinéma contemporain français. A tout d'abord permis le développement de boîtes de production telles que MK2 ou les films du Loup, mais également a permis l'instauration d'une taxe sur le prix des billets de cinéma qui permet au cinéma français de s'autofinancer. En effet, une partie du prix du ticket revient au producteur du film et l'autre au gérant de la salle de cinéma. Cela représente 90% du prix du billet. Les 10% restants sont collectés par la TSA, taxe spéciale additionnelle, qui est une taxe qui n'existe que dans le cinéma. Cet argent est ensuite collecté par le CNC, qui est l'équivalent du fisc dans le cinéma. Cet argent servira ensuite à subventionner les films, mais également les recherches de la nouvelle technologie par exemple. C'est donc en partie grâce à cette taxe que les cinémas français produisent aujourd'hui environ 250 films par an, comme par exemple 276 en 2012. Sans cette taxe, le cinéma français serait aujourd'hui presque mort. Le cinéma français a acquis une bonne réputation au niveau mondial. Il est le deuxième pays le plus producteur de films par an, et il est dit comme le pays qui respecte le plus le cinéma au monde. Je citerai Quentin Tarantino qui disait « Le cinéma est ma religion, mais la France est mon Vatican ». En bref, la nouvelle vague désigne un important mouvement de contestation dont l'élan est donné dès la fin des années 50 par une jeune génération de cinéastes français qui dénoncent l'immobilisme de l'industrie cinématographique française, incapable de s'adapter et de refléter l'effervescence intellectuelle et artistique, ainsi que les changements sociaux radicaux qui se sont opérés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec le temps, de nouveaux réalisateurs sont apparus, plus particulièrement au milieu des années 90, avec François Ozon, avec des films tels que 8 femmes ou Dans la maison, ou Christophe Honoré, avec des films tels que Ma mère ou Métamorphose. Leur scénario n'a plus rien à voir avec la nouvelle vague, mais le style est toujours présent, et s'en inspire grandement. Les réalisateurs de la nouvelle vague sont toujours présents et tournent encore dans leur propre style, comme Jean-Luc Godard avec Adieu au langage sorti en 2013, ou alors Alain Resnais avec son film posthume Aimer, boire et chanter. Ce mouvement a quand même des effets négatifs sur le cinéma français. Il y a également une peur des gros budgets, par crainte de ne pas être rentable. De ce fait, nous bridons donc les réalisateurs qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions.
Ce qui provoque une censure. Les réalisateurs, souvent en manque de moyens, doivent se tourner vers des médiateurs comme les chaînes de télévision qui, en échange d'une somme d'argent assez conséquente pour pouvoir produire leurs films, imposent leurs propres conditions. Certains réalisateurs partent donc à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour pouvoir produire des films de plus grande ampleur, comme par exemple Luc Besson, qui a tout de même construit des studios en France, la Cité du cinéma, car il aime profondément ce pays. Ou encore Alexandre Aja, réalisateur de Mirrors ou Horn, sorti plus récemment, qui est en contrat avec le Metropolitan Film Export. Il y a également Michel Gondry, qui a commencé sa carrière en France mais est parti aux États-Unis, faute de budget et de liberté pour ses films. Il est notamment le réalisateur de L'écume des jours ou du Green Hornet. Pourtant, il y a bien un endroit où la nouvelle vague est bel et bien présente. C'est aux États-Unis, avec des réalisateurs comme Greg Araki ou Quentin Tarantino qui s'inspirent de la nouvelle vague en multipliant les hommages pour Quentin Tarantino ou en se réappropriant le style à sa propre sauce pour Greg Araki. Cela a apparu au trop sous-estimé Nouvelle Hollywood des années 90 qui s'inspirait de celui des années 70 et des réalisateurs comme George Lucas ou Steven Spielberg pour ne citer qu'eux, qui s'inspiraient fortement de la nouvelle vague eux aussi. Il découle d'un même idéal, l'idéal de liberté, contre le classicisme hollywoodien des années 60 pour ceux de la première génération et le classicisme hollywoodien des années 80 pour la deuxième génération. Ils ont le désir de s'écarter d'un mode de production devenu plus commercial qu'artistique. Pour conclure, on peut dire que la nouvelle vague n'existe plus en tant que telle, mais que ses idéaux de liberté et d'indépendance sont toujours présents, aussi bien en France qu'à l'étranger. Toutefois, des réalisateurs se réapproprient encore ces codes pour lui rendre hommage, car il reste pour beaucoup l'un des courants cinématographiques les plus véhiculateurs d'idées. Et n'oubliez pas, le cinéma n'a pas de frontières.